Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Nous arrivons à la fin de cette longue saison et riche en émotions avec la finale du Top 14. Cette année, comme chaque année depuis 2019, les deux premiers du championnat n'ont donné aucune chance aux barragistes et se sont logiquement imposés dans ces super demi-finales à Saint-Sébastien. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message. J'étais à Saint-Sébastien lors des demi-finales et je voulais juste dire que l'ambiance était folle et j'ai jamais vu une ambiance rugby aussi bon enfant, aussi festive. Il y avait des supporters de tous les clubs, pas que les clubs demi-finalistes. Et franchement, j'ai passé un super moment et je pense que tout le monde globalement a passé un super moment. Et je trouve que c'était vraiment une belle image qu'on a renvoyée du rugby. Donc voilà, félicitations à tout le monde qui était là-bas parce que la fête a été belle. Donc après ces demi, on a une énorme finale qui s'annonce. Cependant, cette année, plus que jamais, cette finale a une saveur luxueuse. Contrairement à 2021, La Rochelle s'avance avec des titres, double championne d'Europe et sûrement davantage de certitude face aux mastodontes toulousains. L'issue de cette rencontre ultime pour le gain du Brennus paraît donc plus qu'incertaine. Dans cette vidéo, je vais tâcher de mettre en lumière les forces en présence, les duels à suivre durant le match et je finirai par un petit prono perso. Toulouse-La Rochelle, c'est samedi à 21 h et on va voir ça de plus près. Mais avant ça, je vous rappelle qu'il est primordial de s'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et pour soutenir la chaîne. Je vous invite également à me suivre sur mes autres réseaux que sont Instagram et TikTok où je publie aussi d'autres contenus un petit peu différents. Le sentiment qui se dégage après ces deux demi-finales en territoire basque ont fait naître un constat partagé par tous les observateurs du rugby. En top 14, il y a Toulouse, La Rochelle et puis il y a les autres. Les deux équipes ont parfaitement maîtrisé leur demi, Toulouse déroulant sans accroche face à un Racing apathique et le Stade Rochelais prenant vite le large en première période avant de marquer un petit peu le pas au cours de la seconde mi-temps face à l'UBB. Et si je devais retenir une action sur la première demi, c'est bien cet essai inscrit en première main sur une combinaison pas forcément alambiquée mais diablement maîtrisée dans son tempo. On a donc un lancement en touche avec Peter Aki qui est servi en première main au centre du terrain. Ce qu'on remarque, c'est d'abord qu'il est très entouré. Il a trois partenaires à qui il est susceptible de faire la passe. Choco Barès à hauteur, Ntamak dans son dos et Lebel à l'intérieur. On pourrait même rajouter Ramos qui est sur le large même si c'est un peu moins crédible. Ce qui est crédible, en revanche, c'est bien sa course. Ballon pris à deux mains, fréquence d'appui, il peut tout aussi bien décider d'aller défier que de passer. Aki est quand même un joueur très puissant et il faut s'accrocher quand il doit défendre sur lui. Mais ce qui est crédible, également, c'est les courses de ses partenaires qui sont synchronisées et ils peuvent tous avoir le ballon et s'avérer dangereux. Toulouse a aussi l'avantage d'attaquer avec un joueur en plus, étant donné que le Racing a besoin d'un joueur derrière pour couvrir, tandis que Ramos, lui, est intercalé dans la ligne d'attaque. Le fait qu'Ntamak glisse dans le dos d'Aki, ça élimine Finn Russell, qui n'a pas le temps de décaler Chavancy pour défendre sur lui, et surtout, quand l'ouvreur vient dans le dos comme ça ouvre des solutions pour animer et sûrement aller jouer au large. Ce qui fait que Rouanimov mord à l'hameçon, il vient monter très fort pour couper les extérieurs et anticiper l'attaque. Comme toujours, Aki joue juste en fixant et en servant Lebel au dernier moment, et Choco Barès fait une légère obstruction sur Ficou, ce qui ouvre la porte à son ailier qui fait parler sa vitesse pour aller au bout. C'est pas tous les jours qu'on voit des équipes réussir à marquer en première main, et donc c'est forcément une action qui va marquer. Côté Rochelet par contre, ce qui va marquer, c'est leur efficacité sur Maul. Ça a été vraiment une sanction pour l'UBB. J'en parlais déjà dans mon analyse de la finale face au Leinster, et un article du Middle met bien en lumière cette arme offensive, mais Skelton, c'est vraiment la pierre angulaire du pack. C'est d'abord lui qui saute en premier bloc, et une fois qu'il retombe, il est encadré par Wardy et Antonio, ce qui forme une ligne de front ultra massive, sûrement, je pense, la plus lourde du rugby mondial. Ça fait à peu près 450 kg, je sais pas si tu imagines un peu. C'est une demi-mêlée AE3. Franchement, c'est pas mal. Cette base solide permet au Maul de se constituer en mettant à distance les défenseurs et en évitant qu'ils réussissent à péter les liaisons. Et une fois seulement que le Maul commence à s'enclencher, le rôle de Skelton, c'est de pivoter en se retournant, ce qui a pour effet de désaxer le Maul et d'échapper à la contention défensive pour emporter le ballon dans l'embut. Cette arme offensive est très efficace, mais elle repose cependant sur un pari. Le fait que les défenseurs adverses ne sauteront pas et préféreront se contenter de défendre sur le Maul directement. Le Leinster et l'UBB ont fait ce pari, et pour l'instant ils l'ont perdu. Mais à mon avis, les Toulousains ont les armes pour relever ce défi. Soit en mettant à profit la puissance de Meafou pour contrer Skelton, soit en surprenant La Rochelle et en décidant de sauter également pour récupérer le lancer, ou au moins gêner la bonne mise en marche de la touche rochelaise. Avec Kroos, Flamand et Arnold, je pense que Toulouse a les moyens de mettre son grain de sable dans la machine rochelaise. Et de manière générale, même si on aime caricaturer Toulouse à son adage jeu de main, jeu de Toulousain, faut pas se leurrer, hein. Samedi soir, la finale elle va se jouer devant surtout. Hein. Je pense vraiment pas que ça va ressembler à du rugby champagne. Je peux me tromper, hein, mais Toulouse, c'est avant tout un énorme pack. Très équilibré entre puissance, mobilité et technique, et c'est l'une des rares équipes que je vois capable de résister et de tenir tête à la puissance rochelaise. Contre le Racing, ils ont voulu produire beaucoup de jeux, ça fait 2 semaines qu'ils avaient pas joué, et je pense qu'ils avaient envie de se mettre un petit peu en rodage face à cette équipe-là, et puis ils ont vu que ça marchait globalement bien, donc ils ont tenté pas
pas mal de choses, mais il y a eu quand même pas mal de déchets. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ballons tombés, que pas mal de passes n'étaient pas dans le bon timing ou elles tombaient un petit peu à plat. Et là, je pense vraiment qu'en finale, contre La Rochelle, ils vont se rassurer sur les fondamentaux, le combat d'avant, la conservation, les phases statiques, parce que sinon, ils vont tout simplement pas exister. Donc je pense vraiment qu'on va avoir droit à un match tactique très serré, ultra fermé, dans lequel la prédominance des packs et du jeu au pied sera hyper importante. On a vu cependant les Rochelais tirer un petit peu la langue en seconde mi-temps face à Bordeaux. Romain Sazi a dit qu'il fallait pas s'inquiéter, que c'était pas un coup de mou, c'était juste la chaleur. Alors oui, peut-être, sauf que la chaleur, elle touche pas que les Rochelais, elle a normalement touché aussi les Bordelais, logiquement. Des Bordelais qui sont parvenus à les bousculer. Alors est-ce que c'est parce qu'ils avaient pris le large et que du coup, ils ont eu un petit relâchement? Est-ce que c'est parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué, l'équipe titulaire n'avait pas beaucoup joué depuis un mois, donc est-ce qu'il manquait un petit peu de rythme? Je ne sais pas, on verra ça dimanche. En tout cas, je pense que Toulouse a dû scruter avec intérêt cette période durant laquelle La Rochelle a eu une baisse de régime, et je pense qu'il y a peut-être un truc à jouer dans l'axe en fait. Les Bordelais ont beaucoup utilisé ça pour pousser La Rochelle dans ses retranchements, en utilisant les avants au relais, pour enchaîner les phases, peut-être que c'est là que se trouve une des clés. Et avant de passer au duel que je trouve intéressant pour cette finale, on va parler d'une stat qui est assez marquante et qui concerne la défense. Et plus précisément, le taux de réussite au plaquage. Les Rochelais ont constamment pressé les Bordelais pour les pousser à commettre des fautes et à se débarrasser du ballon, et ils ont su garder une rigueur défensive au long de la partie avec un correct 85% de plaquage réussi. En revanche, les Toulousains, ils m'ont surpris. Seulement 75% de réussite dans l'exercice, c'est vraiment bas. Pourtant, sur le match face au Racing, on a senti que la défense toulousaine a mis à mal l'attaque francilienne, qui est restée stérile pendant 80% de la partie. J'ai pas eu l'impression, franchement, que Toulouse avait manqué un quart de ses plaquages, en tout cas, ça s'est pas vu. Au contraire, le Racing n'a pas réussi à enchaîner face à la défense toulousaine et a concédé 26 turnovers, ce qui est juste catastrophique. Nous verrons ce qu'il en est samedi. J'ai l'impression que la défense rochelaise est peut-être un petit peu plus rugueuse, un petit peu plus compacte que ne l'est la défense toulousaine. Cependant, à La Rochelle, on a vu qu'il y avait quand même des espaces dans les couloirs. Les Bordelais ont plusieurs fois réussi à amener du danger dans ces zones, mais sans parvenir vraiment à concrétiser. Peut-être que le talent et la vista des arrières toulousains pourront changer la donne. Mais pareil, pour ça, faudra gagner le combat devant. Ça change pas. Maintenant qu'on a fait ce petit briefing, voyons voir les duels que j'attends le plus pour samedi. Ça a vraiment pas été facile d'en sortir que quelques-uns, parce que franchement, il y a des duels intéressants à tous les postes. Pour autant, je vais attentivement scruter le combat qui va opposer les deux premières lignes. C'est peu ou prou les deux premières lignes de l'équipe de France et qui ont roulé sur leurs adversaires en demi. Je dirais cependant que dans l'exercice de la mêlée, l'avantage va plutôt à La Rochelle, au vu de ce qu'ils ont réussi à faire face au Leinster en finale, mais la montée en puissance d'Aldeguerri risque de donner du fil à retordre à Wardy. Après, la mêlée rochelaise tire sa force non seulement de sa première ligne, mais surtout de son axe droit hyper lourd avec Antonio et Skelton. Et là le truc c'est que pour La Rochelle, pour une fois en face, il y a un vrai client avec Emmanuel Meafou. Je pense que c'est le duel que j'attends le plus. Voir ces deux colosses s'affronter, franchement, ça fout les poils. Ils ont les mêmes mensurations, c'est le briscard contre le rookie, ça fait saliver. Skelton cependant, je pense, a l'avantage d'être plus roublard, de plus facilement jouer avec les limites et de pouvoir faire dégoupiller les adversaires. J'avais d'ailleurs mis en lumière son travail de sape face au Leinster pour faire échouer certaines attaques. L'une de ses grandes forces, en plus de son potentiel physique, c'est vraiment de pouvoir canaliser l'attention des adversaires sur lui. Meafou de son côté est sûrement plus lisse, dans le sens où il va pas chercher la merde, il va pas jouer trop à la limite, mais je pense qu'il a une capacité de déplacement et une endurance supérieure à son homologue rochelais. On connaît sa puissance près des lignes, c'est de là que viennent la majorité des essais qu'il a marqués cette saison, et je pense que les Toulousains vont tout faire pour le faire jouer dans cette zone où c'est quasiment essai garanti. Enfin, le duel majeur des lignes arrières, pour moi, il va se jouer entre Thomas Ramos et Brice Dulin. Deux styles, deux internationaux, sûrement les meilleurs d'Europe en ce moment avec Hugo Kinan. D'un côté, l'assurance du Rochelet, son long jeu au pied gauche, ses relances électriques et surtout, son aisance sous les chandelles. On a beaucoup loué la force des avants maritimes face à Bordeaux, mais franchement, Brice Dulin, ça a aussi été une énorme épine dans le pied pour les Bordelais. De l'autre, Ramos est un formidable animateur, capable de sortir le geste parfait dans les moments critiques, mais aussi de tomber quelquefois dans le jeu à outrance et de faire les mauvais choix. Son jeu au pied est sûrement moins long que celui de son vis-à-vis, cependant je pense qu'il est plus tactique et peut-être plus intelligent, dans le sens où il arrive facilement à trouver des 50-22, à déplacer le ballon et à mettre l'adversaire en difficulté. Et là encore, en demi face au Racing, il nous sort une masterclass. Les deux joueurs ont l'habitude maintenant des phases finales de top 14, ils ont tous les deux gagné 2 Brennus chacun, même si pour Ramos, on le rappelle, c'était en tant que numéro 10 et non pas en tant que numéro 15. En tout cas, ils seront primordiaux dans la bataille qui s'annonce samedi soir. Pour conclure maintenant, je vais donner mon prono sur cette finale. Malgré la forme de La Rochelle, malgré son expérience acquise au cours des dernières saisons, je pense néanmoins que Toulouse va l'emporter. Pour moi, ils ont l'avantage psychologique. Ils ont remporté 2 Brennus d'affilée, ils sont aussi vexés de ne pas avoir remporté de titre depuis 2 ans, et surtout, ils souhaitent conserver leur titre de leader national. Je pense que le fait que La Rochelle commence à monter,
ça les fait bien chier et ils ont envie de les remettre à leur place. Et le fait que les Rochelais ne cessent de répéter qu'ils ont grandi, qu'ils ont appris et qu'ils ont plus de complexes, forcément c'est le jeu des conférences de presse, tu vas pas dire le contraire, mais je trouve que forcément ça fait en sorte que ça reste dans leur tête quand même. Et je pense, après c'est mon avis, je suis pas dans le groupe, ça se trouve ça vaut rien du tout ce que je dis, que mentalement, il y a quand même une supériorité de Toulouse par rapport à La Rochelle dans ce cas-là. Donc je le répète, ce que je dis, ça n'engage que moi, ça se trouve, je me trompe complètement. Sur le plan sportif, pour moi, ces deux équipes sont à égalité, il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, mentalement, je pense que les Toulousains ont toujours un petit avantage en termes d'histoire, de préparation et surtout d'historique entre les deux équipes. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, franchement, ça m'intéresse. Bref, une finale Toulouse-La Rochelle, ça fait rêver. Pour autant, est-ce qu'on aura le droit à une belle finale avec beaucoup de jeux? Je suis pas sûr et je pense vraiment que l'enjeu va prendre le pas sur le jeu. J'espère que ce petit briefing d'avant-match vous aura plu. Je vous rappelle aussi que le meilleur moyen pour me soutenir, c'est forcément de s'abonner, parce que franchement là on va atteindre bientôt les 35 000, donc pourquoi pas titiller les 40 000, on est presque. Cliquez aussi sur le pouce bleu, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, et puis pour les personnes qui ont les moyens, je rappelle que vous pouvez me laisser un pourboire en cliquant sur le bouton merci, juste en dessous de la vidéo, et je vous avoue que ça fait la diff en fin de mois. Donc merci à toutes les personnes qui me soutiennent de la sorte, franchement ça fait plaisir. Maintenant on va se retrouver pour le débrief de la finale, et en attendant, je vous conseille de regarder cette vidéo sur les 5 meilleures performances individuelles en Coupe du Monde.